Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Un homme ce soir, on va parler de conscience. Il s'appelle Michel Nachez. Il est docteur en anthropologie et chargé d'enseignement. Il a été il est toujours docteur en anthropologie et chargé d'enseignement à l'université de Strasbourg jusqu'en 99. On est Non, d'accord? c'est à partir de 99 que j'ai commencé à enseigner et j'ai arrêté il y a 3 ans. On dit aussi que vous avez choisi de vous occuper de ce que vous appelez la cyberanthropologie. Exact. Vous en occupez encore? Oui, oui, oui. On peut dire que vous êtes écrivain, que vous êtes musicien, que vous êtes euh, compositeur, fait ça de mémoire, anthropologue, ça y est, Oui, tout ça. néo-chaman. Vous êtes spécialiste de la transe et des états modifiés de conscience. Oui, j'ai fait ma thèse là-dessus. Vous vous avez des cours en ligne, on en parlera peut-être un peu plus tard. Oui, il y a des cours en ligne ici. Vous avez écrit beaucoup de livres, le premier en 97, chez Marabout, Les états non ordinaires de conscience. En 2000, le même titre, c'était Oui, les états. c'est ma thèse. C'est votre thèse. En 2012, néo-chamanisme. En 2012, état non ordinaire de conscience, rêve lucide, trans et Hob. En 2014, les machines intelligentes et l'homme. 2015, la fin des temps pour les humains, point d'interrogation. 2015, dans la révolution robotique. 2016, autopsie d'une cyberviolence. 2016, transhumanisme et posthumanisme. 2023, cybersexe et amour virtuel. Et c'est pas de ça qu'on va parler. On va parler de 2023 aussi. Mais les esprits et l'homme, l'ethnologie et les mondes invisibles. Un gros bouquin qui parle de vraiment beaucoup de choses. Ça fait longtemps que ça vous intéresse, ce sujet-là. Très, très longtemps, oui, depuis mon adolescence en tout cas. Depuis le moment où vous aviez pris un peu de LSD, où vous êtes parti dans des mondes Non, parallèles. c'était déjà avant, hein. Mais le LSD m'a ouvert des portes qui m'ont permis de comprendre ce que c'était qu'un état de conscience modifié. Et du coup, ça m'a donné envie d'aller plus loin et de mieux comprendre la question. Donc, à la même époque, j'ai entamé des études de psychologie à l'université de Strasbourg et je les ai stoppées parce que j'y trouvais pas ce que je cherchais. Et ensuite, je suis allé en ethnologie et là, enfin, j'ai trouvé des cours qui ont commencé à me stimuler pour continuer mes recherches. D'où le doctorat, hein. Oui, alors quelle différence entre l'anthropologie et l'ethnologie? Disons que l'ethnologie, c'est l'étude des petits groupes humains et l'anthropologie, c'est l'application générale à l'homme de recherche sur l'humain. C'est donc l'anthropologie est plus vaste comme discipline. Alors vous pratiquez l'anthropologie expérimentale et vous dites qu'elle est mal vue Oui, des ethnologues parce qu'on ne critique pas les grands noms de l'ethnologie. oui, ça c'est vrai, oui. Mais Oui, l'ethnologie expérimentale, je l'ai découvert après ma thèse, hein. C'est que j'ai toujours aimé expérimenter les choses que j'étudiais pour savoir si ça marche ou si ça ne marche pas. Et dans ce domaine, il y a beaucoup de choses qui sont dites qui ne sont pas vraiment justes. Donc, je me suis dit, il faut vérifier par l'expérience. Et c'est une attitude que j'ai toujours eue dans ce que j'ai fait. Et du coup, je me suis lancé pour ma thèse dans une expérimentation sur la transe avec des sujets. Et après ma thèse, j'ai appris que faire ce genre de choses, ça ne se faisait pas en anthropologie. Ce n'est juste, l'anthropologie et l'ethnologie sont d'abord et avant tout des disciplines de l'observation et ensuite du développement de théories, mais jamais expérimentales. Et ce qui fait qu'en fait, on est un peu bloqué dans l'avancée de la science, quoi. pas de pratique. On met pas ça en pratique. Alors, ce que vous Non, avez fait, c'est que vous avez mis en pratique. c'est C'était, ce qui s'est passé d'habitude, parce que je ne suis pas le seul à faire des choses comme ça, mais
il y a des auteurs, des ethnologues célèbres qui ont fait des expériences et qui ont été rejetées de la communauté scientifique. Donc Carlos Castaneda, Michael Arner, des gens comme ça. Donc du coup, on a un peu l'ambiance, hein. Hum. Cette thèse, vous l'avez passée en 99, c'était à Strasbourg, c'est ça? C'est ça, oui. On la trouve en tapant HS 99 et puis dans votre livre. Alors, il y a deux visions des peuples traditionnels qui avaient une pratique millénaire des états de transe. Celle des scientifiques qui concluaient pratiquement tout le temps des hallucinations Hum. et celle des, ou peut-être les peuples qui, eux, ne pensent pas que ce soit des hallucinations. Ouais, les peuples, non, c'est leur vie, hein. C'est leur vie. Pour eux, c'est leur culture. C'est normal qu'ils aient un contact avec ce qu'on appelle l'invisible et le monde des esprits. C'est quelque chose que nous, en Occident, on ne comprend pas parce qu'on est matérialiste. Surtout en France, où on est cartésien à cause de Descartes. Du coup, bon, de ce fait, tout ce qui tourne autour de je vois un esprit ou je suis en contact avec une autre réalité rentre dans le cadre de l'hallucination, hein, ou du désordre mental. Donc, on a cette définition chez nous en Occident du fait que quelqu'un qui ne perçoit plus, qui perçoit autre chose que la réalité ordinaire, a un grain, ok, il a un problème, il voit il voit des choses. Alors c'est un gros problème dans la mesure où les peuples traditionnels, eux, sont tout à fait, euh, comment dire, habitués à ça. C'est leur culture, ils sont nés avec, euh, ça fait partie de leur vie quotidienne, et ils ne comprennent pas les Occidentaux qui ne voient pas les choses. On est donc en face de deux univers totalement différents qui sont en contradiction et qui ne se comprennent pas. Oui, un peu plus loin dans votre livre, vous dites, je le fais de mémoire, que justement les peuples juste africains disent que les esprits sont partout et que les blancs ne les voient pas parce ils sont, comment, quel est le titre? Ils sont infirmes, Affirme, voilà, c'est le mot, oui, c'est le mot. oui, c'est juste. Alors en 95, il y a eu le livre de Jérémy Narby, Le serpent cosmique, vous l'aviez lu en 99, ce Ah livre, oui, oui, je l'avais lu avant même, hein, l'hypothèse dès sa sortie, hein. l'hypothèse que la transe permettrait une lecture de l'ADN des plantes. Oui, c'est la théorie de Narby, parce qu'il essayait de comprendre d'où venait l'information en fait que donne la transe et les états qui ont été engendré par la prise de l'ayahuasca, hein. C'est-à-dire c'est une liane hallucinogène qui est utilisée par les peuples traditionnels en Amérique du Sud pour entrer en contact avec les esprits et pour trouver des solutions à des choses comme par exemple je suis tombé malade, quoi faire, comment me soigner. Donc il trouvait étrange qu'il y ait des informations pertinentes qui sortent de la prise de ces substances hallucinogènes et il a fini par en déduire que comme il y avait des visions de brins d'ADN dans les visions de l'ayahuasca, il s'agissait d'une communication d'ADN à ADN. Donc, pour avoir le remède d'une plante, on se met dans un état de transe, on communique avec l'ADN d'une plante qui donne une information qui va être utile ensuite au chaman pour créer un remède. Pareil pour le contact avec des animaux. Donc, on est là au cœur d'une théorie qui permet donc d'expliquer pourquoi des informations qui viennent de nulle part, apparemment pour nous inconnues, peuvent nous arriver et peuvent nous permettre de résoudre des problèmes. Or, Narby, quand il a écrit son livre et qu'il l'a publié, ça a fait un tollé dans la communauté des ethnologues parce qu'ils ne supportaient pas ce genre de théorie. Et pourtant, les fleurs de bac, c'est un peu ça, hein. Les fleurs de bac, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, je connais les fleurs de Bach, mais je ne les ai pas étudiées. Voilà, Mais bon, on parle aussi d'information. voilà, c'est ça. Il s'est mis devant les fleurs et chaque fleur lui a donné les émotions qui étaient liées à ce qu'il était en train de vivre. Vous parlez
David de Denis Williams qui dit que les scientifiques ne collectent pas des données au hasard. Les données qu'ils collectent sont uniquement celles qu'ils considèrent comme pertinente pour leur théorie. intéressantes. Donc c'est aussi ça qui est fou dans ces Ben, recherches. On va chercher que ce qu'on a envie de trouver, quoi. oui, mais c'est comme ça que fonctionne la science, hein. Elle émet une hypothèse et il faut vérifier l'hypothèse. Donc, tout ce qui ne cadre pas avec ensuite une théorie qui aurait découlé de cette hypothèse est rejeté parce que ça met en cause la théorie et c'est pas bon. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Donc, et on retrouve ça dans beaucoup de disciplines, hein. C'est pas que l'ethnologie, mais c'est la psychologie, c'est aussi les sciences dures, c'est partout. Mm. C'est un travers des scientifiques, oui, tout à fait. Et je Vous ne avez suis pas le donné seul à le dire, hein. Non, mais c'est dans tous les domaines, on le sait. Alors, vous avez donné un cours sur les cultes des ancêtres à Madagascar. Non, c'est pas moi, C'est c'est pas mon vous, prof. c'est votre prof. Elle a raconté cette histoire, mais ça semble un peu fou quand même. Bah, l'histoire est cocasse parce que bon, j'étais en licence d'ethnologie, donc il y a très longtemps, dans les années 80, au début des années 90, et on avait un prof qui était spécialiste de Madagascar, qui s'appelait Noël Guenier, et qui tous les ans allait sur le terrain et étudiait le culte des ancêtres de ces peuples-là. Bon. Alors il raconte pendant un cours comment chaque année les autochtones donc vont au cimetière, déterrent leurs morts et les amènent chez eux pour faire la fête et les faire fumer, les faire boire, etc. Parce que pour montrer qu'ils font toujours partie de la famille. Bien. Alors, la chose intéressante, c'est que Noël Guenier dit qu'il y a une communication avec les morts, et donc je trouve ça très intéressant. Alors, dans ma naïveté d'étudiant à l'intercours, je lui ai dit, ah, ce serait intéressant de faire une ethnologie des morts, hein, puisqu'apparemment les morts communiquent. Alors là, il me regarde les yeux un peu halluciné en me disant, mais vous n'y pensez pas, ça n'existe pas les morts, hein, on ne peut pas faire une ethnologie des morts, hein. Voilà, donc ça montre bien une contradiction qu'il y a entre ce qu'on observe sur Mm. le terrain, ce que vivent les gens et ce que l'ethnologue en fait. Le problème avec l'ethnologie, c'est que tous les ethnologues qui étudient toutes les cultures sont tous confrontés au fait que les peuples qu'ils étudient sont en contact avec des esprits. Mais vous ne trouverez jamais une théorie sur les esprits dans les écrits d'ethnologie. Alors, vous avez pris du LSD, vous dites que vous avez découvert, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est John Neely dans le point d'ancrage, dans son point d'ancrage en 1972, qui découvre son son identité vraie, qui je suis vraiment, prise de sa première expérience en LSD. C'est vous ou c'est lui? Ben, c'est lui qui a commencé, hein. Donc oui, il l'a dit effectivement, hein, dans son livre. Enfin, il a écrit plein de livres, mais bon. Et c'est aussi une expérience que j'ai faite moi-même beaucoup plus tard, hein. Et c'est une expérience qu'on fait quand on prend du LSD, parce que Mm. la particularité de prendre, bon, pas que le LSD, mais les autres hallucinogènes aussi, hein, c'est que la personnalité à laquelle on s'identifie, elle vole en éclats, hein. C'est-à-dire elle est en quelque sorte détruite, hein. Et on se retrouve face à son moi profond, à à sa véritable identité, à son véritable soi. Et ça, c'est une découverte très bouleversante, hein. Ça veut dire qu'on est beaucoup plus que ce qu'on pense être. Évidemment, quand la substance arrête de faire effet, on redevient l'identité qu'on était avant d'être parti, mais avec cette connaissance en plus, ce qui ouvre quand même des perspectives intéressantes sur la nature de la réalité, hein, Donc, c'est le entre centre du autres. cyclone, hein, John Neely. Mais vous, est-ce que vous avez découvert qui vous êtes vraiment? Ah ouais, ouais, un jour, oui. Oui, oui. Est-ce que c'est sous une forme d'animal? Non, 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 ça n'a rien à voir. C'est juste le fait d'être
il y avait, non, il n'y a pas il y a pas d'image dans ce cas-là. Ok, c'est juste une sensation d'être soi et d'être connecté à l'univers entier. Il y a Mais tout, pas, c'est pas du chamanisme. Ok, où on pourrait dire, ouais, voilà, je suis connecté à un animal, etc., etc. Ça n'a rien à voir. C'est juste la sensation d'être tout. d'être un en tout et tout en un. Ouais. Et vous parlez aussi d'un moment où il ouvre, il fait un rêve, enfin, il fait un trip, et il ouvre des portes et il dit qu'il y a des portes qu'il faut pas. Non, ça c'est moi. Ça, c'est vous. On Ça c'est dirait moi, oui, oui. que vous êtes- Je fais une expérience. Oui, Donc, un soir entre amis, donc on prend une substance et à un moment, je fais une décorporation forcée. Hein, c'est-à-dire que la substance me décorpore. Là, j'ai été en fait là dans une position très intéressante, ce qui m'a fait aussi comprendre des choses sur la sortie hors du corps. C'est-à-dire que je me sentais moi-même assis à la table, je me voyais moi-même me regarder, regarder la scène euh, en hauteur par derrière moi. Et en plus de ça, je me promenais dans un couloir où il y avait des portes. Donc c'était une trilocation en fait. Et comme j'étais curieux, j'ouvrais des portes. Et j'en ai ouvert une où j'ai vu une chose insondable, quelque chose de vertigineux et que j'ai senti comme étant dangereuse. Je me suis dit, là, ça c'est la porte, si je la traverse, je vais devenir fou et je ne pourrai plus revenir. Donc j'ai fermé la porte. J'en ai ouvert d'autres où j'ai vu l'univers, les galaxies qui tournaient, etc. C'est très beau, etc., etc. Et ensuite, l'effet s'est arrêté et je suis revenu. Mais ça m'est resté cette histoire de porte. Je pense que c'est lié aussi la peur de devenir fou euh, à, à l'état d'évolution dans lequel on est. Hein. À cette époque-là, c'est ce que j'ai ressenti. Mais c'est pas dit que je le ressentisse comme ça aujourd'hui. oui, parce que Aujourd'hui, peut-être, je pourrais ouvrir la porte et la traverser sans problème. ouais, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux à faire. Hein. Franchement, Ah ben, si c'est pas très clair de l'autre côté, vous allez parler des esprits. Vous dites qu'il y a trois catégories d'esprits, hein, ceux des animaux et des plantes, ceux des décédés et des ancêtres, et puis les esprits mortuaires, les dieux, etc. Déjà, on va pas tout aborder, mais c'est pour montrer que dans votre livre, vous abordez énormément de sujets. Donc, vous parlez des chamans. Alors, il y a une différence entre la mentalité primitive et la mentalité européenne et le modernisme et le postmodernisme maintenant, en ce qui concerne la mentalité des pays. Hein. C'est bien de refaire un petit point là-dessus. On ne voit pas tous la vie du même angle, suivant qu'on vit en Europe ou ailleurs. oui, bon, ça c'est une question intéressante. Il s'agit d'un ethnologue français qui s'appelle Lévi Brûle, qui au début du XXe siècle a écrit des ouvrages sur la mentalité primitive. Il a donc énoncé l'idée que, les, que ce qu'on appelait à l'époque les primitifs, aujourd'hui on ne le fait plus parce que c'est mal vu, donc on appelle ça des autochtones hein, ou des peuples traditionnels. Donc ce qu'on appelait des primitifs, c'était quand même péjoratif hein, dans la mesure où il y avait quand même l'idée qu'ils n'étaient pas vraiment humains. Hein. Entre les humains et puis les animaux en quelque sorte, hein, pas tellement évolué. Donc le fait de développer cette idée de la mentalité primitive, c'était parce que leur façon de penser était qualifiée de magique, hein, c'est-à-dire qu'ils voyaient des esprits partout. Ils vivaient dans un monde peuplé d'esprits, il y avait des sorciers dans tous les coins qui lançaient des sorts, et on était en fait sans arrêt, quand on vivait dans ces sociétés, dans une peur panique. Dès qu'il arrivait un truc, c'est-à-dire, bon, on se blesse par exemple, c'est pas qu'on est maladroit, c'est que soit un esprit nous a fait du mal, soit un sorcier nous a jeté un sort. Si on part à la chasse et qu'on n'attrape rien, c'est que on a eu des problèmes avec le monde invisible.
tous les rêves, en plus, sont des manifestations du monde invisible. Les personnages qu'on voit dans les rêves, ce sont soit des esprits, soit des gens décédés, soit les esprits des vivants qu'on connaît, mais qui se promènent la nuit hors de leur corps. Donc on est dans un monde magique, où tout s'explique par la magie. Or, nous, dans notre culture, on a jeté la magie, on a décidé qu'elle n'existait pas. Donc on l'a refoulée. Et cette magie, en fait, on a beau la refouler, elle est quand même là, quelque part, hein, parce qu'il y a des manifestations qui se passent. Il suffit simplement de commencer à poser des questions autour de soi, et on verra très bien que pratiquement tout le monde a fait des expériences qui sont un peu hors normes et peu explicables comme ça. Mais à partir du moment où cette théorie a été mise au point, on a commencé à comprendre ce que c'était que la mentalité primitive. Ceci dit, dans les années 70, l'ethnologie a changé et on a rejeté Lévi-Brühl en disant qu'il avait... Bon, déjà après la sortie de ses ouvrages dans les années 30, on l'a traité de raciste. Bon. Ensuite, ça a été encore pire dans les années suivantes, jusqu'on en arrive au fait que on l'a rejeté et il fallait surtout plus parler de la théorie de Lévi-Brühl. Or, il se trouve que si on analyse les comportements humains actuels, avec tous les mouvements qu'il y a de néo-chamanisme, de New Age et compagnie, on se rend compte en fait que cette mentalité dite primitive, elle est toujours là. Elle a juste une couche culturelle occidentale par-dessus, mais l'homme n'a pas changé en fait. Il a toujours peur de choses invisibles, de trucs bizarres, s'il voit un fantôme, il panique, etc. Oui, et puis alors, ce que j'ai trouvé sympa, c'est que vous dites que les fées d'avant, les farfalets, tout ça, sont devenus maintenant les aliens. C'est eux qui disaient que les esprits sont partout et que si les Blancs ne les voient pas, c'est qu'ils sont infirmes. Ces pays-là vivent dans la peur permanente. Il faut tuer le sorcier avant que... Oui, il faut tuer le Oui, sorcier, oui, on oui. n'aurait pas Parce vivant. que comme on est dans la peur permanente, il faut donc trouver les sorciers et puis les éliminer physiquement, hein, les tuer. Donc il y a beaucoup de meurtres en fait dans ces cultures. Et donc Lévi-Brühl, dans ses écrits, il donne beaucoup d'exemples, hein. Donc des gens innocents qui n'ont rien fait ont été assassinés parce qu'on les a soupçonnés de sorcellerie. On a vécu ça aussi en France au Moyen Âge, hein. Oui, Ce qui tout est à fait. intéressant, c'est qu'à un moment, il se pose la question qui c'est qui a envoyé les virus? Parce que bon, c'est pas de la sorcellerie quand on a une pandémie, mais eux, ils répondraient, mais qui c'est qui a envoyé les virus? Oui, ça c'est notre prof d'ethnologie, Pierre Herny, qui, pendant ses cours, nous a expliqué cette anecdote intéressante, parce que dans sa jeunesse, il était instituteur en Afrique. Et il donnait des cours à des jeunes noirs il expliquait comment fonctionnait la maladie, qu'il y avait des virus et des bactéries, etc., et que c'est ça qui nous rendait malades. Alors, les élèves lui ont répondu, mais monsieur, mais qui a envoyé les virus? C'est bien le sorcier. Moi, je trouve Vous ça voyez? amusant, mais il y a plein de trucs amusants quand même. Oui, Euh, mais ça nous fait réfléchir quand même. alors, dans le modernisme et le postmodernisme, on dit que finalement, dans les pays civilisés, on peut dire, on voit beaucoup moins de choses bizarres parce que euh, on voit plus le petit peuple à cause de l'arrivée de l'éclairage public qui repousse les ténèbres. Oui, Autrement, c'est ce qu'on peut dire, oui. Les ténèbres ont été repoussées, donc le mystère s'est un peu envolé. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait quand même des phénomènes. oui, et au 19e siècle, fleurissent toutes les sociétés ésotériques, Exact. comme si on avait besoin de mystère. Ben oui, le mystère, on ne peut pas le chasser. Et c'est pas le mystère, en fait, c'est que ces manifestations, elles font partie de l'humanité. Elles sont là, hein. Quand j'étais en licence d'ethnologie et que je faisais mon enquête sur les maisons hantées, eh ben, tout d'un coup, même parmi
camarades de la promotion, plein m'ont raconté des histoires de maisons hantées, de fantômes qu'ils ont vécu eux, dans leur enfance, dans leur famille. Hein. C'était intéressant de voir qu'il suffit de parler un peu du sujet pour que tout d'un coup, les langues se délient. En fait, c'est commun. C'est pas juste quelque chose de rare. En 1897, vous dites qu'aux États-Unis, il y avait une vague de dirigeables fantômes. C'est ça, oui. J'étais pas au courant parce que, bon, finalement, vous avez un peu aussi étudié tout ce qui est un peu ufologie. Ah ben oui, je l'ai étudié depuis longtemps Mm. et je Il y a un continue chapitre, d'ailleurs. il y a un chapitre sur l'ufologie dans ce livre. Oui, tout à fait. Parce que c'est important, parce qu'à mon avis, c'est tout à fait lié à la problématique des esprits. Dans ce livre, j'expose la On finira, thèse que... on finira dessus parce que je trouve que ça sera OK, vraiment. J'ai trouvé que c'était vraiment, pour clôturer l'émission, la meilleure des phrases que vous avez qui va faire rire tout le monde. Donc, on va attendre pour OK, on attend. vous parler de la grotte Chouvet qui a 33 000 ans. Et les thérianthropes, ces hommes mi-humains, mi-animal, et que cette grotte, finalement, ce serait la signature du fait que les gens prenaient des Oui, hallucinogènes. c'est c'est la théorie d'un anthropologue, non, d'un préhistorien américain qui essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que veulent dire les inscriptions et les dessins, les pictogrammes qu'il y a dans les grottes ornées. Et il a détecté la figure du thérianthrope, qui est donc une figure mi-animale, mi-humaine. Et pour lui, c'est l'illustration de la transformation en transe du chaman en animal. Hein. C'est comme ça que sur les parois des grottes, ils ont exprimé le phénomène de la transe. Et pour lui, donc, la transe euh, est là depuis toujours chez chez l'Homo sapiens, c'est-à-dire notre espèce. Hein. Et il avance aussi le fait que il peut y avoir deux raisons qui entraînent la transe, enfin deux méthodes. La méthode 1, c'est la prise d'hallucinogènes. Donc en Europe, ce serait plutôt des champignons hallucinogènes de type Céline. ouais, la psylo, ouais. Et, ou alors des rythmes de tambour, des danses rituelles qui permettent de mettre les gens en transe par la danse. Et il le démontre euh, par une étude sur une population de l'Afrique l'Afrique du Sud. Hein. Ben là, vous parlez de France Schott-Billman, c'est ça? Qui à Oui, Paris 8, hein, donc à Paris 8, faisait de l'expression primitive dans la danse. Ça, elle le fait toujours ou pas? je ne sais pas, elle est peut-être à la retraite maintenant parce qu'elle avait écrit ce livre sur cette question parce qu'elle elle s'intéressait à la transe comme une méthode aussi qui permet de soigner, hein, de guérir. Hein. Parce que bon, c'est vrai que dans le chamanisme, la question principale, c'est la guérison en fait. Hein. On cherche l'aide des esprits pour guérir les malades. Alors la transe, il n'y en a pas qu'une, hein. Justement, il y a un très gros chapitre sur la ou les trans. La transe de possession, hein, par Ouais, incorporation. La transe médiumnique, le channeling, c'est-à-dire les gens oui, qui reçoivent des des messages. messages, ouais. Et là, vous parlez du livre de Seth de James Roberts, 1963. Qu'est-ce que vous en pensez de ce livre-là? Ben, le livre est très intéressant. Quand Ouais. je l'ai lu la première, enfin, j'ai lu plusieurs livres de Jane Roberts hein, Ouais. sur Seth. Ça m'a quand même montré que il y avait parfois des discours d'êtres désincarnés qui étaient très pertinents. Hein. C'est-à-dire que le discours de Seth est quand même cohérent. Hein. Il se présente comme une créature désincarnée qui avait été incarnée avant et qui se donne comme but d'aider l'humanité à mieux comprendre les choses et aussi à maîtriser son destin. Voilà, en gros, en quelques mots, on peut
dire ça. Oui, il y a un peu le dialogue avec l'ange aussi. Celui-là, je ne l'ai pas lu en entier. Oui, mais vous l'avez, Mais c'est un peu le même style. Est-ce qu'ils sont en transe quand ils reçoivent les messages? tout à fait, Voilà. ils sont Donc, en transe. Oui, il y a des différences entre la transe chamanique et la transe de possession. Vous dites que dans un cas, une transe est volontaire, dans l'autre cas, elle est involontaire. Dans la transe chamanique, c'est l'homme qui va contacter les esprits, alors que dans la transe de possession, c'est l'esprit qui va contacter l'homme. Et dans l'une, l'individu maîtrise l'esprit, et dans l'autre, c'est l'esprit qui maîtrise l'individu. C'est intéressant oui. de voir que c'est pas les mêmes, hein. Et Oui, puis, mais bon, là, il faut faire une petite remarque sur cette opposition apparente. C'est que c'est l'œuvre d'un auteur qui est structuraliste, hein. Et le structuralisme a cette particularité qu'il démonte chaque chose et veut chercher des opposés, hein. Donc Lévi-Strauss, qui était un grand structuraliste, a fait parler du cru, du cuit et du pourri, hein, c'est-à-dire pour les différents types d'aliments. Et là, on retrouve le même genre d'attitude enfin, de description sur la possession et le chamanisme. En fait, dans la réalité, c'est pas si simple. Et aujourd'hui, les théories sur le chamanisme sont beaucoup plus, enfin, moins nettes, hein. C'est-à-dire que un chaman peut être possédé ou un marabout en Afrique peut être chaman, c'est-à-dire il peut sortir de son corps. Ce sont deux techniques différentes. Bon, il faut savoir que en Afrique, en général, il y a des cultes de possession. Ces cultes sont extrêmement cadrés, hein, socialement, spirituellement, de manière religieuse, et il y a un rituel. Et pendant ce rituel, on appelle les esprits. Les esprits prennent possession des danseurs. Ensuite, les esprits parlent par la bouche des danseurs, donnent des messages, et quand c'est l'heure de partir, les tambours ou d'autres instruments donnent un code, et la possession est terminée, et les gens retrouvent leur état habituel. Dans le chamanisme, il est possible que le chaman, bon, bien sûr, son rôle c'est de sortir son esprit de son corps pour aller voyager dans le monde de l'invisible, dans le monde des morts, mais il peut aussi invoquer des esprits en lui et les faire parler par sa bouche. On est là dans un cas de possession, mais c'est une possession qui est contrôlée. La possession occidentale de l'Église catholique est une possession sauvage. C'est-à-dire que nous avons le malin qui décide tout d'un coup de posséder quelqu'un et on se retrouve là avec des phénomènes complètement délirants. Euh, les incubes, les succubes, non, pas les incubes, les succubes, non? des gens qui sont possédés, c'est-à-dire qui se débattent, qui vocifèrent, qui ont une force supérieure et qui souffrent, hein. C'est pour ça qu'on fait des exorcismes. On chasse le mal de Satan, le démon, de la pauvre victime, hein. Voilà, donc c'est une possession différente. D'ailleurs, en ethnologie, on appelle ça la possession, elle a un nom particulier, la possession Les moulins. africaine et la possession eurasienne, hein, pour notre ère culturelle, hein. Elles sont différentes. On continue les trans. Alors, la transe explorative, vous parlez de Michel Arner, et qui a écrit Michael un Harner, livre oui. sur le néo-chamanisme en 1970, ou du moins qui a créé le néo-chamanisme. Donc, 1970, vous avez écrit un livre sur le néo-chamanisme. Oui, bah, j'ai Et, lu Harner, hein. et vous avez lu Arner. Et après, il y a Jérémy Narby, 1995, et l'histoire des deux serpents qui s'entrelacent. Oui, ça c'est l'histoire de l'ADN, ça. On retrouve ces serpents avec Hartner, bah, c'est Michel Hartner. Oui, En- parce que euh, en a aussi vu. C'est-à-dire qu'en fait, quand on prend ces substances-là, l'ayahuasca, on les voit. il disait, c'est de lui la théorie que
qui a été reprise par Sitchin, enfin que Sitchin reparle aussi de cette création de l'homme par des reptiliens, enfin qui a eu un... Oui, bon, faut pas tout mélanger parce que sinon on s'en sort plus. Euh, c'est vrai que Michael Harner a bien vu ça dans sa vision, ok? Ça peut être quelque chose qui est plutôt de nature symbolique. Euh, on n'a pas d'explication, il n'en a pas donné non plus sur ce que c'est. Il y a eu ce contact avec Jérémy Narby. Pour Narby, bon, cette histoire de serpent, cette histoire de serpent enroulé et de dragon, pour lui, c'est la communication par l'ADN. Ok. Il ne s'agit pas d'une création de l'homme par des êtres aliens qui ressemblent à des reptiliens. Ça, c'est des théories qui tournent autour du phénomène ovni aujourd'hui, euh, mais ça n'a rien à voir avec l'expérience d'une transe psychédélique. Après, vous faites une étude comparative entre le rêve lucide et la transe exomatique, qu'on appelle aussi voyage astral, et le Exact. NDE, et les abductions aussi. Oui, parce qu'il y a des similitudes Oui. étranges, hein. Bon, pour simplifier, rêve lucide, la prise de conscience de soi et de ce qu'on fait pendant le rêve. Donc à partir de là, on est capable de se promener dans des environnements de manière consciente, en ayant sa mémoire. Donc il s'agit donc plus vraiment d'un rêve, mais ce qu'on appelle un rêve lucide, un rêve conscient. La sortie hors du corps, c'est quelque chose qui démarre à partir du moment, alors qu'on est encore en état de veille. Donc on se met dans un état de conscience de relaxation, et puis ensuite il y a ce phénomène de décorporation qui peut arriver. Et donc là aussi, on va se déplacer dans des univers, des environnements qui ne sont pas physiques, et on est conscient de ce qu'on fait et de qui on est. Et dans les abductions, la seule différence qu'il y a, c'est que bon, on se promène aussi dans des univers qui sont non physiques, mais on est forcé à le faire parce qu'on a été enlevé par des aliens. C'est-à-dire, bon, ça ressemble beaucoup à une sortie hors du corps non voulue, hein, ou à des phénomènes qui se passent pendant la paralysie du sommeil, où on sent à ce moment-là des présences, hein. Alors, en fonction du bain culturel dans lequel on baigne, ces présences seront de nature démoniaque, malsaine, ou elles seront de nature alien, extraterrestre. Et dans le cas des NDE, est-ce qu'on peut penser que l'autoscopie, qui est le fait d'avoir une hallucination qui consiste à se voir soi-même, c'est le phénomène de la NDE, l'autoscopie? L'autoscopie, c'est un terme médical qui décrit le fait qu'on sort de son corps et on voit son corps. C'est on se voir soi-même, autoscopie, hein, se voir, non scopie, se voir et auto soi-même. C'est un terme technique, hein. Et puis l'autoscopie est une hallucination dans le dictionnaire médical, hein. Donc moi, je me place dans la catégorie des gens qui pensent que ce ne sont pas des hallucinations, c'est un phénomène normal de la psyché humaine, hein. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement cérébral, mental, il s'agit en fait d'une habilité qu'on a naturellement. Donc les NDE, elles se passent dans des cas particuliers, c'est-à-dire l'état de mort imminente, hein, c'est-à-dire quand on est sur le billard et qu'on est opéré et que tout d'un coup on se voit au plafond et on voit son corps en train d'être opéré par les médecins, et on peut se sortir dans les couloirs et sortir de l'hôpital. Et ensuite, il y a ce phénomène aussi de rentrer dans le tunnel, hein, le tunnel qui a été décrit dans la littérature depuis très très longtemps, des siècles déjà, le tunnel qui nous mène de l'autre côté, hein, c'est-à-dire à la mort, c'est-à-dire dans le monde des morts. Et ce tunnel, donc au bout du tunnel, il y a cette lumière. Et quand on arrive vers cette lumière, il y a des êtres qui nous attendent. Alors dans les NDE, les êtres sont là, mais disent, ton heure n'est pas venue. Donc tu vas retourner d'où tu viens.
Et donc après, les gens se réveillent sur le billard et racontent une histoire comme quoi ils ont voyagé vers le pays des morts. Voilà en gros la question. Et on est quand même dans une sortie hors du corps aussi. C'est quand même l'autoscopie, là, hein. Moi, je parlerais plutôt de dédoublement. J'aime pas le mot autoscopie. Si le médical accepte qu'on peut se voir en dehors de notre corps, c'est déjà Oui, qu'il mais accepte quelque oui, chose d'intéressant. oui, non, 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 non. Le médical considère que c'est une anomalie, que c'est un dysfonctionnement du cerveau. D'ailleurs, il y a eu une opération qui a été faite en Suisse il y a quelques années, opération pour soigner une dame qui il avait une tumeur ou je ne sais plus quoi. Et pour soigner la dame, bon, ce qu'ils font d'habitude, c'est qu'ils enfoncent des tiges métalliques dans la tête, dans le cerveau directement. Et la personne doit rester réveillée pour dire si elle sent ou si elle sent plus, etc. Et à un moment donné, la dame a dit, ah, mais je suis sortie de mon corps, je me vois. Les médecins ont dit que si on perturbe certaines zones neuronales, alors le phénomène de l'autoscopie se passe. C'est donc quelque chose de mécanique pour eux. Oui, les questions d'un lobe temporal qui... Ouais, les lobes temporaux, c'est aussi un sujet où on peut les perturber avec des champs électromagnétiques et percevoir des choses étranges, comme des apparitions mariales, des aliens, des fantômes, tout un tas de trucs qui font partie de notre corpus magique en quelque sorte. Alors après, vous avez tout un chapitre sur la géographie de l'invisible. Chaque population a sa propre description de l'invisible, que ce soit l'invisible ou ce qui se passe après. Vous en avez beaucoup de questions déjà de la division en trois mondes, hein, tout le monde le connaît. L'enfer, le paradis et la terre. Ça, c'est la majorité des C'est la base, oui. ouais. C'est quand même bizarre, ça, quand même, que tout le monde a à peu près. Non, c'est pas bizarre parce que nous sommes tous des Homo sapiens et nous avons tous le même système nerveux et donc nous avons tous le même genre de perception. C'est la culture qui va faire en sorte que la description de la question soit différente, mais la structure en elle-même est la même. Et le fait est que beaucoup de ces peuplades qui donnent des géographies de l'invisible ou les décrivent, ce sont des civilisations ou des peuples ou des ethnos, c'est-à-dire des petits groupes humains, qui ont fait l'expérience de la sortie hors du corps, du voyage chamanique ou du voyage mental, et qui ont exploré ces univers invisibles et en ont fait une cartographie pour les aider à s'y retrouver, à se repérer. Nous, on a des cartes géographiques pour aller se promener avec nos voitures ici ou là. Euh, et eux, ils ont des cartes du mental du monde invisible. Ils ont des GPS, pas C'est un encore. peu les GPS de l'invisible, oui, on peut dire ça. Est-ce que vous êtes allé dans un caisson d'isolation sensorielle? Oui, c'est bien. Vous y êtes allé? Oui, 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 tout à fait. Oui. Alors, c'est qui? C'est John Lilly qui a créé ça dans quelle année à peu près? Dans les années 70, mais même avant, c'est dans les années 60 qu'il commence à travailler sur cette question-là. Et bon, les premiers caissons qu'il a développés, c'était des citernes verticales. Et il se plongeait à l'intérieur avec un respirateur, parce qu'il était complètement immergé dans l'eau. Le caisson était fermé, donc dans le noir, et l'eau était chauffée à la température du corps. À partir de là, on est en déprivation sensorielle. Et on commence à sentir des choses. Bon, d'abord, on entend les bruits de son corps. Hein, ça devient vraiment pas mal présent, quoi. Et puis, au bout d'un moment, le cerveau décroche et il commence à amener des contenus. Hein. Et on commence à voyager, en fait. Alors, ça, c'était la première phase. Ensuite, dans ces caissons-là, il a pris des hallucinogènes, du LSD, ce qui lui a amené des expériences assez extraordinaires. Et ensuite, il a fait une autre version du caisson où c'était plus une citerne qui était verticale, mais c'était une sorte de baignoire horizontale saturée d'eau avec une coque, un couvercle qui se ferme par-dessus. Et donc, on est dans le noir, on est toujours à 37 degrés, mais on flotte.
C'est pour ça qu'on appelle ça aussi des caissons de flottaison. On flotte dedans, mais au bout d'un moment, on ne sent plus rien. Et de nouveau, on sort de son corps. Donc, Giannelli, il se considérait cet outil-là comme étant des portes dimensionnelles, hein, des portes qui permettaient de voyager, de sortir de son corps, de libérer l'esprit de son corps et d'aller à d'autres endroits. Oui, après, vous parlez de Monroe avec les sons. Ouais. Il- Monroe, lui, ben, il a fait des sorties hors du corps spontanées, il comprenait rien. Donc, il a commencé à consulter des médecins, des psys, et bon, il n'était pas malade, il n'avait rien de particulier, jusqu'à ce qu'il ait compris que bon, c'était une expérience intéressante qui lui permettait d'explorer des univers. Bon. Et il a donc décidé de développer une technique d'induction, ce qu'il appelait la méthode hémisync, donc pour Hemispheric Synchronization, la synchronisation hémisphérique, qui est donc une méthode sonore qui permet de faire entrer les sujets dans un état de conscience modifié avec pour but de sortir de son corps. Donc ça, ensuite, il a fait des cours là-dessus qu'il a proposé dans le monde entier, en quelque sorte. Hein, oui. Et donc, Monroe est connu pour ça. Oui. Mais il est aussi connu pour ses voyages, pour sa géographie de l'invisible extrêmement sophistiquée, hein, très Avec développée, beaucoup, très beaucoup de précise. monde. 49 mondes, je crois, là, quelque chose comme ça, non? Oui, il y a beaucoup. En gros, mon résumé, c'est un peu ça. Bon, autant Monroe est connue, autant la femme qui arrive derrière, la Felicita Goodman, qui était née en 1914 en Roumanie, avec ses postures de transe, dont la posture de l'os. Oui, la posture de l'os, c'est peut-être pas celle dont il faut parler en premier. Hein. Non. C'est une posture pour tuer des gens, tout Ouais, c'est simplement. ça. Donc ça, vous le C'est découvrirez dans son livre. Enfin, vous oh, découvrirez pas la posture. bon, la question de Felicitas Gutmann est intéressante parce Mais qu'elle raconte dans son bouquin qu'elle avait déjà quelques visions et elle a été s'inscrire à l'université aux États-Unis parce qu'elle avait émigré aux États-Unis et elle suivait les cours d'une ethnologue qui s'appelait Erika Bourguignon, qui était spécialiste de la transe aussi. Et donc finalement, elle a essayé de comprendre qu'est-ce qui provoquait la transe. Quoi. Et, euh, et au bout d'un certain temps, elle est tombée sur des statuettes et elle s'est dit peut-être que c'est ça qui va permettre de comprendre les choses et elle a commencé à expérimenter ses postures avec ses étudiants et elle en a déduit une typologie. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des postures de guérison, il y a des postures de transformation en animal ou en plante, il y a des postures de voyage dans différents endroits, le monde d'en haut, le monde d'en bas, il y a des postures pour chasser, pour la chasse. On est dans le chamanisme, donc ce sont des choses traditionnelles. Nous, on n'a plus besoin de chasser, par exemple. Hein. Et puis, il y a des postures de protection pour renforcer son énergie, pour se protéger des forces maléfiques, des sorciers ennemis, etc., etc. Donc, elle a déterminé quarantaine de postures. Hein. Voilà. Donc, bon, quand j'ai lu son bouquin, je me suis dit, ça c'est bizarre, ça me paraît un peu étrange, quoi. Donc, j'ai commencé à expérimenter sur moi, ça a fonctionné. Hein. Alors, je me suis dit, je vais expérimenter sur des gens. Et ça a été le sujet de ma thèse, en fait, parce que ma thèse tournait autour de cette question de l'expérimentation avec ces postures de transe. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça, avec mon sous-titre, Essai d'anthropologie expérimentale, parce que c'était une expérience sur des techniques chamaniques. Voilà. Et ça a été probant, hein, c'est-à-dire que je démontre que ça fonctionne. alors, c'était une Roumaine, mais vous dites que Natchez, ça pourrait être Natchez d'origine indienne. Oui, c'est ce qu'on dit dans ma famille, ouais. C'est-à-dire que, bon, il y a quand même des choses intéressantes dans cette question-là, parce que les Français, sous le roi Soleil, sont allés en Amérique
Et ils sont rentrés en contact avec les Natchez, qui était une tribu amérindienne. Et cette tribu amérindienne, c'était pas des guerriers des plaines qui se promenaient à cheval, c'était des gens qui cultivaient la terre, qui avaient des élevages de bestiaux, etc. Et ils ont trouvé les Français sympas. Ils les ont invités à venir aussi habiter avec eux parce qu'ils trouvaient que eux-mêmes, leur Dieu était le roi Soleil et ils trouvaient que les Français avaient aussi un roi Soleil. Donc ils trouvaient ça intéressant. Ils pensaient que les Français et eux étaient en quelque sorte liés par quelque chose, hein. Bon, tout ça, ça a très mal tourné. Alors, il y a eu des mariages entre des autochtones natchez et des Français, et des familles ainsi fondées, hybrides, sont retournées en France, hein. Et dans ma famille, on pense que notre nom vient de là, de familles qui ont été créées entre des Natchez et des Français. Voilà. D'où le nom est resté. Bon, évidemment, après, il y a eu un problème. Les Français ont massacré les Natchez et ça a très mal fini parce qu'ils ont disparu. Bon, les survivants sont allés se réfugier chez les voisins d'autres ethnies, comme les Apaches, etc., les Navajos. Et puis voilà. Bon. Alors mon grand-père disait que le thé avait disparu à cause des choses des transcriptions d'état civil, mais que nous étions des Amérindiens à l'origine. Enfin, plutôt des mix en fait, hein, des mi-français, mi-natchez. Voilà, donc ça c'est l'anecdote, on ne peut pas le prouver. On a tous des ancêtres qui viennent d'ailleurs, que ce soit de ce monde ou d'un autre monde d'ailleurs. Oui, on a tous des Alors ancêtres qui viennent justement, on va d'ailleurs. parler des voies paranormales, un gros chapitre sur tout ce qui est communication paranormale. Vous vous demandez qui parle et qu'est-ce qui parle. Qui parle et qu'est-ce qui parle? Bon, le principe de l'ethnologie, c'est d'aller vivre dans des peuples autochtones, partager leur vie et les comprendre, hein, et étudier leur vision du monde, leur langage, leurs coutumes, leurs pratiques rituelles, leur façon de se nourrir, leur façon de s'habiller, leur représentation du monde, leur religion, etc., etc. Bien. Dans la mesure où toutes les cultures sur la planète, à part la nôtre, ont des relations avec des esprits, il est intéressant de noter quand même que, apparemment, pour la majorité de ces peuples, les esprits existent. Donc, en tant qu'ethnologue un peu spécial, parce que je suis un ethnologue un peu spécial quand même, je me suis posé la question, mais est-ce qu'on peut faire une étude ethnologique de ces peuples de l'invisible? Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, qu'est-ce qu'ils disent? On le sait, parce qu'on a des transcriptions de chamans qui disent que les esprits leur ont dit ça et ça et ça. On a toutes ces communications par le channeling et par d'autres techniques. On a les communications par les tables tournantes, etc. Et puis on a aussi le discours des aliens eux-mêmes. Et puis ce que racontaient les gens du petit peuple, hein, à l'époque du Moyen Âge. On a tous ces discours en fait. Et, euh, et donc c'est de la matière à analyser. Mais quand on essaye de, de rencontrer de manière égale une sorte d'esprit de ce type, eh bien, c'est impossible. En fait, quand on analyse tous les documents qu'on a, on se rend compte qu'on ne sait rien sur eux. Qui ils sont, où ils vivent, quelle est leur structure sociale, quelles sont leurs visions du monde, qu'est-ce qu'ils font chez nous, hein. Ce sont des questions qui sont impossibles à, à, à déterminer, à répondre, parce que leur discours ne le permet pas. Il n'y a pas d'informations sur eux. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec Jacques Vallée qui dit qu'une population, c'est une population d'entités qui vivent dans notre espace vital comme des parasites? Oui,
c'est la conclusion à laquelle j'en suis arrivé aussi, parce que je ne suis pas le seul à avoir étudié ces questions-là. Hein. Finalement, oui, ça ressemble à des parasites. Ouais. Alors, quelle est leur motivation? Alors, bon, là, on rentre dans des spéculations, bien sûr. Hein, et là, une des spéculations qu'avait déjà abordé Charles Fort dans son livre des damnés il y a pas mal de décennies, c'était que nous étions leur propriété et que nous leur servions de nourriture, nous étions du bétail. Hein, et qu'ils élèvent le bétail pour se nourrir eux-mêmes. Alors, quel est ce type de nourriture? Donc, ce serait une nourriture énergétique qui serait générée par nos émotions. Et un jour, je tombe donc dans un livre de Robert Monroe sur la communication il a parlé à un être qu'il a rencontré dans l'astral. Et celui-là, il raconte une histoire. C'est l'histoire du louche. Comment des êtres invisibles ont, sur Terre, commencé à créer des êtres qui leur permettent de se nourrir d'une substance qui est le louche, qui est une substance qui est générée par les émotions. Et, euh, et, et le meilleur louche qu'ils ont pu trouver, c'est le louche généré par les êtres humains. Alors bon, ça donne un peu le vertige parce que ça voudrait dire que les créatures qui sont autour de nous depuis toujours et partout, elles nous énervent et elles se nourrissent de nos peurs, elles se nourrissent de nos émotions négatives, elles se nourrissent de notre souffrance et elles se délectent de ça. Voilà un peu la question du parasitisme. Oui, mais on voit qu'on est bien parasité en ce moment, là, en 2024. Je crois qu'on est Les au summum de la parasites- question. Hein. Entre les parasites et les virus, il faudrait beaucoup d'insecticides. Donc, le DMT, pas le DTH, pas le DTT, le DMT, la molécule de l'esprit, en 2025, Rick Strassman, c'est Straussman en la 2005. Ouais. N-diméthyltryptamine. C'est une molécule synthétique qui a été trouvée il n'y a pas si longtemps que ça. Ben, c'est en fait la substance active de l'ayahuasca et aussi d'autres champignons hallucinogènes. Hein. C'est donc bon, simplement la molécule hein, bon, de ces substances actives. Et bon, Strassman étant psychiatre, il a décidé de faire une étude sur la molécule de l'esprit parce qu'il se posait des questions sur le troisième œil, hein, donc la glande pinéale. Et il décide de faire une série d'expériences en injectant euh, la substance en intraveineuse, ça donne un trip de 15 minutes. Mais c'est un trip violent, on est éjecté de soi. Hein. Et bon, autrement, il y a des gens qui la fument. Hein, DMT, hein, ils la fument, donc ça vient plus lentement, mais c'est quand même une expérience assez forte. Alors, il y a des particularités dans les tripes de DMT. C'est qu'il y a ce que Terence McKenna, un autre ethnobotaniste, a appelé les elfes-machines. Ce sont des créatures qui, apparemment, qu'on ne peut contacter que si on prend ces substances-là. Hein. Et elles ressemblent beaucoup à ce que pourraient être des créatures du petit peuple ou des aliens. Elles sont un peu clownesques, parfois elles sont reptiliennes, ou des montres religieuses, ou des créatures bizarres, pas tellement identifiables, humanoïdes en général, mais extrêmement joueuses. Hein, c'est-à-dire elles aiment jouer des tours aux êtres humains. On retrouve là beaucoup de caractéristiques qu'on avait déjà bien connues dans toutes ces histoires de contes et légendes autour des créatures invisibles médiévales. Et on est quand même assez étonné. Alors, pour nous donner une idée, et ça c'est dommage parce que j'ai pu retrouver ce texte, mais j'étais tombé un jour sur une conférence qu'avait fait Terence McKenna dans une université et où il expliquait la sensation qu'on peut ressentir quand on rencontre un elfe-machine. Bon, il en donne la description suivante, c'est que les elfes-machines sont
se sentent tellement supérieurs à l'homme que nous, on est des sortes de primates, quoi, débiles, quoi, qui ne comprenons rien du tout. Et ils essayent de nous enseigner des choses, notamment de créer des trucs. Hein. Et Terence McKenna raconte comment il voit de la bouche d'un alien de ce type sortir des symboles qui créent des objets, qui créent des trucs. Et l'alien lui dit, enfin l'elfe machine lui dit, ah, tu vois, c'est comme ça qu'il faut faire. Ensuite, il décrit la sensation que ça a. Bon, alors, il dit, voilà, vous vous imaginez que vous allez en Inde, vous avez les poches pleines de lingots d'or, et vous allez dans un quartier malfamé pour acheter du hashish. Alors, évidemment, vous allez avoir pas mal de... Les gens savent que vous avez des lingots d'or dans les poches. Et les dealers vont s'approcher de vous, et vous ne savez pas si ils vont être honnêtes et vous vendre le hashish, ou s'ils vont vous éliminer et vous voler l'or. Et il dit, la sensation qu'on a quand on est face à des elf machines, c'est ça. On ne sait pas ce qui va nous arriver. Et c'est dangereux. Ça, on n'est pas tranquille. Oui, c'est un peu la porte que vous aviez ouverte tout à l'heure et qu'il fallait pas regarder. C'est On un est peu... un peu dans ce domaine. Sauf qu'apparemment, quand même, les elf machines essaient de nous aider. Mais comme ils savent, a priori, hein, je dis ça a priori, qu'on n'est pas capable, ils rigolent sur notre dos. Donc, c'est des elfes qui sont devenus des elfes machines. C'est les elfes du deuxième millénaire. Si vous voulez, disons que c'est Terence McKenna qui les a appelés comme ça parce qu'il y avait un Oui. côté technologique. Hein. On pourrait dire que les enlèvements par les extraterrestres, ça serait aussi parce que les gens ont trop de DMT dans le cerveau. Oui, c'est-à-dire que bon, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que la DMT est la seule molécule hallucinogène que le corps humain est capable de générer naturellement. C'est-à-dire que nous avons, et c'est pour ça que Strassman étudiait la question, c'est qu'il pensait que la glande pinéale était l'endroit où la DMT était générée. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit que nous sommes naturellement codés pour produire un hallucinogène extrêmement puissant. Hein. Ça veut dire que nous sommes naturellement codés pour entrer en transe, que nous sommes naturellement codés pour pouvoir accéder à des univers de l'invisible. Ça fait partie de nous. Et, euh, et ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? Alors nous, dans notre monde occidental, on a éliminé toutes les substances hallucinogènes. Et il est possible, c'est une théorie parce qu'on n'en est pas sûr pour l'instant, parce que ces domaines ne sont vraiment pas vraiment explorés comme il faut, que si on prend des hallucinogènes, ça génère de la DMT. Et si on utilise des techniques de transe naturelles comme le rythme du tambour, les danses, etc., la déprivation sensorielle, ça génère de la DMT qui nous fait sortir de notre corps et voyager. Voilà. En Mais la gros, DMT, on en aurait déjà dans nous alors. et on en fabrique régulièrement. C'est comme la Sauf qu'à dopamine. certains moments, on en, on en produit plus, et quand on en produit plus, ça sature nos circuits neurologiques, et nous sommes dans un état psychédélique, et nous sortons de notre corps, nous avons des visions d'autre chose. Il y a peut-être une transe aussi, non? C'est une Le transe, fait de oui, vibrer, des fois on vibre, on ne oui, sait pas pourquoi. C'est oui. ce phénomène de DMT. C'est probable, oui. C'est probable, oui. À mon avis, tout est lié. Tous les phénomènes d'état de conscience modifiés sont liés au taux de DMT qu'on a dans le cerveau. Alors après, vous vous posez la question de d'où vient l'information. Vous parlez du champ informationnel, mais on n'a pas le temps d'en parler. Et si on va juste parler des annales akashiques, que ce terme est arrivé avec l'invention de la théosophie au XIXe siècle avec Elena Blavatsky, et vous trouvez que c'est une historie? Bah, disons que il faut se remettre un peu dans, dans- dans l'ambiance de l'époque. Elle est allée en Inde et elle a entendu parler des chants enfin, des annales akashiques là-bas. Et elle l'a ramené en Europe et elle l'a mis à sa sauce dans une théorie ésotérisante, hein, qui est un mix en fait entre des choses hindouistes et des choses tibétaines et puis des choses occidentales. Bon.
parce que nous avons aussi une tradition ésotérique occidentale très ancienne, avec l'alchimie et la magie, la sorcellerie et tout ça, et elle a tout mixé. Hein. Et puis elle en a fait une sorte de théorie très intéressante, enfin, qui a donc beaucoup plu à l'époque. Il y a encore des gens qui sont dans ce genre de trip, mais c'est pas comme ça que les hindous voyaient les annales akashiques. Pour eux, c'est un champ d'information. C'est pas un endroit avec une bibliothèque, on irait ouvrir des tiroirs, comme c'est décrit un peu dans ces textes ésotériques-là. Donc, euh, aujourd'hui, bon, pourquoi je parle de cette histoire comme étant une fumisterie? C'est pas moi qui le dis, c'est parce qu'il y a une personne, je la cite dans mon livre, qui a analysé la vie de Blavatsky et de ça, et la théosophie, et qui dit qu'en fait, bon, c'est une secte, quoi. Hein. Oui, mais qu'est-ce qui n'est pas une secte à notre époque? Ah bah tout, hein, voilà. Comme ça, la Bon, en tous réponse est les cas, claire elle et a quand nette. même eu l'avantage de ramener beaucoup de choses en Europe, hein, ne serait-ce que le karma, etc., que personne ne connaissait. Bon, il Oui, y a c'est des vrai. avantages et des inconvénients. Je trouve elle a apporté des choses. Bah, ça Euh, a apporté des choses à énormément de gens, il faut quand même le dire, ça. Votre livre s'appelle aux éditions Néocortex, j'adore le nom, Oui, Les esprits et les hommes, l'ethnologie et les mondes et le monde invisible. Vous appelez Michel Nachez, Nachez. Vous avez écrit beaucoup de livres, vous avez une chaîne YouTube. il n'y a pas grand-chose. Je Dans le trouvais podcast, j'ai parlé mon livre en entier, hein, et aussi le précédent, Les états non ordinaires de conscience, euh, pour les gens qui n'aiment pas lire. Comme ça, ils peuvent l'écouter par ma voix. vous avez un site aussi, c'est Nachez. Quelque chose. Il y a naches.fr, il y a naches.info, il y a différents... Ça a fait des petits depuis que ça a quitté l'Amérique. Alors, Oui, on c'est va ça. finir par ce qui m'a le plus amusé dans votre histoire. Alors, vous dites à la fin de votre livre qu'on peut résumer le message des entités en deux points principaux. Le premier est que les voix paranormales de la transcommunication hurlent que la mort n'existe pas. Oui, c'est juste. Le second est le discours délirant des aliens qui enlèvent des humains dans leur prétendu vaisseau. Ils répètent le message avec insistance que l'homme détruit la planète et en même temps, les aliens violent les, les adultés à tout va. Je trouve ça complètement fou. Oui, mais bon, c'est un peu le constat global qu'on peut faire, hein, Donc, sur votre site, vous donnez il y a deux formations quand même, enfin deux formations. Il y a un cours sur la danse ou sur les Là, positions. je fais un cours sur les postures de transe, hein, dont on a parlé tout à l'heure, postures de transe chamanique, et un cours sur la sortie hors du corps, comment faire pour sortir de son corps. Et donc, voilà, c'est un peu ça. C'est en présentiel ou Non, c'est juste en ligne c'est maintenant. en ligne? Est-ce que vous continuez à sortir, vous, de votre corps, etc. Oui, oui, moi je continue mes recherches, hein. Donc oui, bien sûr. Est-ce que vous me permettez, j'ai fait des copies d'écran, de mettre de temps en temps une page dans Oui, l'entreprise, bien sûr, bien parce sûr. qu'il y a marqué Ouais. copyright interdit. De toute manière, bon, je l'ai mis en vente sur Amazon à 99 cents parce que aujourd'hui sur Amazon, on ne peut plus mettre de livres gratuits. Hein. Ouais. Parce que l'idée, c'était de le donner, en fait, pour que les gens puissent le lire facilement. Donc il n'y a aucune raison de ne pas le montrer. Hein. C'est pour ça que je l'ai aussi parlé dans mon podcast où les personnes peuvent l'écouter sans payer quoi que ce soit. Hein. C'est gratuit. Ok, ben, Bref, je vous je peux remercie. En vous... tout cas, j'ai bien aimé votre travail. Merci. Vous êtes pas, enfin, on peut résumer que vous êtes un ethnologue qui pratique. Vous êtes un pratiquant. Oui, oui, oui. J'ai toujours eu cette attitude de pratiquer les choses pour les comprendre de l'intérieur. Parce que je ne suis pas juste un observateur qui observe et puis ensuite décrit les trucs.
Je veux savoir comment ça marche à l'intérieur, qu'est-ce qu'on perçoit vraiment, qu'est-ce qui se passe. C'est ça qui m'intéresse, entre autres, mais bon, principalement. Mm. Et ce monde de l'invisible, finalement, il n'est pas si invisible que ça. Non, il suffit de s'y intéresser et puis les manifestations apparaissent assez vite, hein. Et sur quel chemin vous allez maintenant? Qu'est-ce qui vous intéresse maintenant? Alors maintenant, je continue à étudier la question des ovnis et des aliens qui sont liés, parce que bon, pas fini. Et je continue à explorer le monde invisible, hein. J'ai un appareillage que j'ai trouvé, parce que je parle aussi de Michael Persinger, qui a mis au point un appareil qui fonctionne avec des champs électromagnétiques. Et on pose ces aimants sur les lobes temporaux et on génère un champ électromagnétique. Et ça nous fait rentrer dans des états de conscience modifiés. Donc j'ai un casque avec des électroaimants de ce type qui a été fabriqué par un des étudiants de Persinger et je vais entamer une série de recherches avec ça pour voir jusqu'où ça me mène. Vous êtes censé aller où avec ça? Vous savez pas? Oh, ben, la description est simple, c'est soit on voit des apparitions mariales, on voit des fantômes, on voit des aliens, on sort de son corps. En fait, on a toute la panoplie de la parapsychologique, quoi, hein. Et c'est pour ça que Persinger a dit que c'était des hallucinations, que ça expliquait tous les phénomènes, simplement parce qu'il y a des gens dont les lobes temporaux sont perturbés par des champs électromagnétiques. Des champs électromagnétiques sont générés soit par la croûte terrestre dans les mouvements tectoniques, soit par notre civilisation avancée, parce qu'on génère des champs partout. Une centrale nucléaire, ça génère des champs électromagnétiques immenses. Les lignes à haute tension, maintenant c'est la 5G. Donc on a autour de nous beaucoup de choses qui perturbent notre cerveau et donc qui devraient en fait nous provoquer des allus, hein. Alors bon, alors lui, il fait un lien direct entre tout ça et puis le fait qu'on voit des ovnis, des aliens et des enlèvements et tout ça. Pour lui, l'explication est simple. Il dit, il vous suffit de mettre deux électroaimants sur vos lobes temporaux et vous l'avez. Donc, point à la ligne, hein. Voilà, ça c'est sa théorie. Donc, Seulement, moi, je pense que c'est pas si simple que ça, que c'est peut-être juste un outil qui nous permet de percevoir une autre réalité plus facilement. donc juste deux aimants, un plus et un moins de chaque côté. Non, c'est plus compliqué que ça, c'est des électroaimants, donc ils génèrent un champ électromagnétique. Vous allez faire ça tout seul? Oui, oui, Bon. Mais il y a aussi la drogue, hein, je veux dire, tous ces psychotropes, ça nous amène dans des champs de conscience. oui, bien sûr, mais moi, ce que j'ai détecté et découvert pendant mes expériences avec le LSD et les autres substances, c'est que ça colore l'expérience de psychédélique, hein. Ça donne une coloration et chaque substance, le peyote, la mescaline, la psilocybine, le LSD, la DMT, etc., donne une autre ambiance. Euh, et ça crée... Les expériences sont similaires, mais elles sont quand même des caractéristiques particulières. Et pour éviter ça, il vaut mieux stimuler le cerveau avec des méthodes simples, comme le battement de tambour, par exemple, hein, qui n'impliquent pas la prise d'une substance extérieure. Et les champs électromagnétiques ou les sons de Robert Monroe Les sons sont binauraux, aussi très neutres, hein. les sons binauraux aussi, binauraux. Les sons binauraux, voilà, les sons binauraux, le caisson d'isolation sensorielle, tout ça, ce sont des technologies neutres. Mais bon, je pense que tous ceux qui vont chercher dans la drogue ou de changer de, de niveau de conscience et puis de niveau de vie, parce que finalement, c'est plus du tout notre vie, hein, quand on part dans ces milieux-là. C'est une façon de s'échapper de ce monde.
Ouais, bon, ouais, ça c'est clair, oui. On veut vraiment s'échapper parce que ça devient flippant à mort, hein. Ouais. Mais on peut peut-être, moi je pense qu'il faut peut-être plus travailler à reconstruire ce monde pour qu'il devienne un peu plus paradisiaque, qu'on Ben, soit. ça, ce serait bien la solution, Ouais. oui. Mais je pense que C'est un paradis, hein, en ouais, fait. mais la Hein. Terre est un paradis. Et quand on regarde, c'est magnifique C'est aujourd'hui. magnifique. Et on a tout ce qu'il faut pour vivre. Ouais. Ce qu'il faudrait éliminer, c'est cette quête de l'argent, cette violence intrinsèque à l'homo sapiens, pour qu'on puisse vivre en paix, en harmonie, tranquille, quoi. Je vous remercie beaucoup. Je suis désolée pour la lumière. Voilà. Je vous Bah, je vous remercie. remercie aussi de m'avoir invité à Vous cet êtes entretien. parisien? Non, non, je suis de Strasbourg, moi. Strasbourg, Je suis dans l'Est. à la cathédrale, Oui, la cathédrale, oui. avec sa super horloge. Oui, c'est vrai, elle est Mm. connue. Merci Ben, beaucoup. merci, et puis passez une bonne fin de journée, puis un bon Oui, week-end passez une aussi, bonne hein. année là, sous le signe du dragon à partir du 6. Oui, c'est bien ça, les On signes va du voir ce qui dragon. nous amène. On va peut-être pas se jeter du feu là, mais on va se défendre. Oui, on va se défendre. Bon, merci beaucoup. Ben, je vous en prie, hein. Donc, bonne Bon, continuation et je vous tiens les pouces pour la suite de votre chaîne. moi, je vais lever de la victoire aussi. Merci beaucoup, Michel. Merci, au revoir.